Bonjour à tous et bienvenue dans Droit de Parole. On va parler d'éducation sexuelle à l'école. Faut-il des séances supplémentaires? 3 séances annuelles obligatoires de 2 heures pour les enfants du plus bas âge jusqu'à la terminale, faites par les enseignants. C'est un programme qui s'appelle EVARS, vous en avez entendu parler. Ça veut dire, évidemment, parce qu'on connaît l'actualité, on a suffisamment parlé, le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle EVARS. Et le gouvernement envisage qu'à la rentrée, cela puisse voir le jour à tous les niveaux de la scolarité. Cela suscite certaines questions, de l'inquiétude aussi chez les parents, dans les familles. Et on va en parler avec Maître Fabrice Divisio et Claire Divisio. Bonjour. Bonjour. Alors ce programme, Maître, on va commencer avec vous. En quoi ce programme pose-t-il problème? Justifie-t-il qu'on s'y intéresse? Il ne pose pas de problème, ce programme, puisque finalement, c'est important de passer aux travaux pratiques. Et que donc finalement à la fin tout ça va finir en partouze à l'école, parce que c'est un peu le but, non? Il faut éduquer les enfants sexuellement et il faut mettre les choses en pratique. Rien de tel que les travaux pratiques. Non mais je veux dire, au point où on en est, c'est la prochaine étape. Soyons clairs. Il faut être concret dans la vie. On sait bien qu'au fond la théorie est quelque chose d'important, mais que ce qui importe, c'est de pratiquer. J'attends le moment où on va nous expliquer que l'éducation doit être pratique et qu'il faut prendre possession de son corps en touchant les autres, en se touchant soi-même, et qu'il faut effectivement explorer les limites de son corps en se mettant nu. C'est ça la prochaine étape. Mais moi, je pensais que c'était l'inverse, parce que justement, c'est quand même de faire de la prévention, d'apprendre le respect du corps, éventuellement de recueillir des signalements qui, dans la famille, pourraient amener à penser que l'enfant est victime de violence. C'est ça, normalement. Mais attendez. On va reprendre. Le premier élément, vous savez qu'il y a la particularité de l'enfer, et qu'il est toujours pavé de bonnes intentions. Notre État a cette particularité d'être infernal en ce que tout ce qu'il fait est toujours pour protéger. Bon. Donc, si je comprends bien, le but parle de la prévention des atteintes sexuelles et de protéger des enfants de parents prédateurs. Jusque-là, d'accord. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre aux enfants on va sexualiser les enfants pour se protéger de leurs parents. Ce que je veux dire, c'est que en quoi est-ce que finalement prendre possession de son corps, leur apprendre la nature des rapports sexuels, en quoi est-ce que former les enfants à la sexualité, et on reviendra sur ce mot, peut avoir un intérêt quelconque dans la lutte contre les violences dans les familles? Je veux dire, c'est toujours le même problème. Vous avez une part qui est toujours louable et qui est intéressante et qui part effectivement d'une intuition qui est bonne. Évidemment qu'il faut éduquer les enfants au respect du corps et pour envoyer des signaux qui sont ceux au terme desquels il y a des choses qui ne se font pas et qu'ils sachent dire non. Très bien. Mais ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on s'arrête là. On voit bien qu'on ne s'arrête pas là. En terminale aussi. En terminale aussi. Au collège aussi. Je rappelle quand même que cette question d'éducation sexuelle, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on en parle. Ça fait 50 ans depuis la libération sexuelle de 68. Cette question est au cœur des débats. Et on a de plus en plus d'IVG, on a de plus en plus de contraceptifs, enfin en tout cas, la libéralisation des contraceptifs a entraîné de plus en plus d'IVG. Alors on est où? C'est quoi le bilan de tout ça à la fin? On voit bien que l'objectif finalement à la fin de tout ça, c'est juste de déposséder les familles et de faire des enfants, je vais pas dire enfin, on les laisse au moins de pervers sexuels, c'est tout. Mais Claire Divisio, les familles sont parfois défaillantes. Il faut bien que l'école prenne le relais, non? C'est quand même un argument fort, ça. Oui, c'est un argument qu'on peut entendre, bien sûr, qui est fort utilisé par ceux qui sont militants pour que ce soit introduit dans les écoles, et on les comprend, c'est leur grand argument. Maintenant, est-ce que parce qu'une famille est défaillante, ou plus d'une famille, bien sûr, sont défaillantes, est-ce qu'il faut généraliser le cas pour tout le monde? C'est pas parce que il y a des problèmes dans certaines familles qu'il faut imposer une éducation sexuelle à l'école à nos enfants. Il faut plutôt aider les familles et être attentif aux signaux d'alerte, parce qu'il y a des signaux d'alerte. Il faut juste aider et former les enseignants à les détecter. Parce que moi j'ai été enseignante, j'ai jamais eu un seul cours sur comment détecter un enfant qui est violenté, qui est abusé, autrement que si on voit des bleus. Ou comment on fait concrètement, en fait?
je ne sais pas, moi j'ai été enseignante, j'ai pas eu une seule heure de cours là-dessus. Donc peut-être qu'avant de stigmatiser les familles, de dire voilà, peut-être qu'on pourrait former les enseignants à repérer les enfants à problème et qu'on n'est pas obligé de faire de l'éducation sexuelle à l'école. Je pense que vu le niveau en France des études maintenant et des enfants, quand on voit le niveau en français et en maths, on pourrait peut-être se concentrer sur autre chose et laisser l'éducation sexuelle aux familles à qui, enfin, c'est vraiment... Et puis c'est réducteur, ce terme éducation sexuelle. Il y a du relationnel aussi, hein. Il n'y a pas que ça, c'est relationnel, affectif. Et puis, attention, l'éducation sexuelle ou les choses de la sexualité, ils les ont déjà en cours de SVT. Alors, pourquoi les rajouter ? Ils l'ont déjà dans d'autres cours, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas en tôt dans la scolarité. Non, mais il y a un élément qu'évoquait Claire que je trouve intéressant, c'est effectivement de dire que, en fait, il y a deux aspects. Oui, il y a des problèmes dans certaines familles. On est d'accord. Mais on voit bien, il y a une volonté de l'éducation nationale néanmoins, il y a une absence de volonté de l'éducation nationale de former les enseignants à cette question. Alors on va dire, peut-être que c'est le cas aujourd'hui, j'en sais rien, t'es parti il y a longtemps, c'est le cas aujourd'hui. Oui. Cependant, il s'avère que cette question des violences sexuelles dans les familles, elle n'est pas récente. Elle existe depuis longtemps, tout le temps. Et les enseignants n'ont jamais été, peut-être le sont-ils aujourd'hui, mais jamais formés à ces questions. Pourquoi ? S'interroger. Deuxième élément, je le redis, il y a d'un côté la problématique du consentement, la problématique de la parole de l'enfant, qui sont des problématiques importantes et sérieuses, sur lesquelles il faut faire attention. Maintenant, où est-ce qu'on s'arrête ? Il faut, si on fait ça, être capable de savoir où s'arrêter. Et donc, on n'est plus dans l'éducation à la sexualité. On est dans la question de la parole de l'enfant, apprendre à l'enfant que l'intégrité de son corps est inviolable. Jusque-là, d'accord. Mais en même temps, il serait quand même bien plus judicieux, au fond, d'apprendre, comme le dit Claire, aux enseignants à repérer ces questions, tandis que on peut s'arrêter en chemin. On peut s'arrêter, on a le droit de s'arrêter. Sauf que, lequel est le problème de l'État ? C'est que vous avez 20% d'intuition qui est bonne, et qui répond à un problème. Je vous donne un exemple qui est très clair. Le Covid. L'un de l'autre, je ne dis pas que c'était légitime, je ne dis pas que c'était juste. Je dis qu'il était légitime d'interroger une vaccination. C'est le droit de l'État que d'interroger la vaccination de ceux qui sont concernés par des décès, machin. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, qu'on soit bien d'accord. Je dis que c'était légitime comme interrogation. Et pourtant, qu'est-ce qu'a fait l'État ? Il a utilisé cet argument des 20% pour finalement imposer une mesure à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, il est parti d'un accident au sens philosophique pour en faire une généralité. Il est parti d'un cas particulier pour en faire une généralité. Sauf que ça marche pas. Donc ce que vous dénoncez, c'est le caractère obligatoire et général tout au long de la scolarité. C'est le caractère obligatoire et général, et ce que je dénonce, c'est le caractère exhaustif, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est le caractère, finalement, oui, c'est ça, exhaustif. Je veux dire par là que on ne peut pas tout confondre. Vous voyez ? C'est ça l'idée. On confond quoi ? On confond le relationnel, l'affectif, le sexuel, oui. La déconstruction des stéréotypes de genre, ce qui est prévu dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, Claire Diviso-Voudrier ? Parce que 3 séances de 2 heures, ce n'est pas non plus considérable. Maintenant, c'est tous les ans. Ouais, tous les ans, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Donc, on aimerait savoir peut-être ce qui va être dit et par qui. C'est ça la question. Normalement, ce sont les enseignants. Oui. Alors, déjà, à quoi ont-ils été formés, ces enseignants ? Comment ont-ils été formés ? Quels sont les programmes de ce cours supplémentaire ? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants ? Et les premiers éléments qu'on a sont pas très rassurants. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des choses, je me souviens plus exactement, mais il y a eu des séances assez curieuses avec des enfants de maternelle où vraiment étaient présentées très crûment les choses et on se demandait vraiment à quoi ça allait servir à ces enfants et comment on pouvait réaliser des choses pareilles, quoi. Enfin,
Il y a aussi une innocence à préserver et elle est belle, cette innocence de l'enfant. Je ne vois pas pourquoi on leur impose ce genre de choses à Il y a cet d'autres âge. aspects, moi, je crois, dans ce que développe Claire, qui est intéressant. C'est que, si vous voulez, nous, on a des enfants qui sont adultes maintenant, mais bon, ça va, quoi. On les a vus venir. Hein. Ça fait 25 ans qu'on les voit venir. Ça fait 25 ans qu'ils nous le sortent, ce truc. C'est-à-dire que ça fait 25 ans, quand nos enfants étaient en CP, en CE1, on avait déjà cette problématique de l'éducation sexuelle. On avait déjà cette éducation à la diversité, par exemple. À l'époque, on appelait ça l'éducation à la diversité. On avait, je me souviens, tu te souviens de l'histoire des deux petits poissons mâles qui s'embrassaient. Alors, on avait déjà, sous couvert de ce que vous voulez, d'éducation à la diversité, on avait déjà un pas, un pied là-dedans. La théorie du genre n'existait pas. Vous vous souvenez de toute la polémique des années 90, des années 2000, où on vous disait mais ça n'existe pas. Foutez-vous de notre gueule, quoi, ça n'existe pas. On l'enseigne, mais ça n'existe pas. Mais non, on ne l'enseigne pas. Mais bien sûr que si. Les témoignages de parents remontaient, et à l'époque, on disait non, mais enfin, non, mais pas du tout, c'est des cas isolés, mais enfin, ou alors on disait c'est les intégristes. Voilà. Alors, on savait tous, on savait absolument tous, qu'on allait vers ça. On savait tous que l'État, en fait, ne fait rien en un jour, ne fait rien, il prépare les esprits, il prépare les mentalités. Et voilà, effectivement, hier, c'était l'éducation à la diversité, après, c'était la diversité de genre, l'égalité de genre, l'égalité, important l'égalité, mon Dieu, comme c'est important l'égalité. Qui ne voudrait pas être... Vous voudriez être contre l'égalité, mais qui est contre l'égalité? Personne n'est contre l'égalité, tout le monde est pour l'égalité. Tu es pour l'égalité, vous êtes pour l'égalité, donc comment voulez-vous ne pas être pour l'égalité des genres? Et donc voilà qu'au nom de cette égalité, eh ben, on ouvre la porte. C'est la théorie du pied dans la porte. L'État a cette particularité en matière éducative de toujours mettre un pied dans la porte. C'est jamais la porte grande ouverte, parce que si on a la porte grande ouverte, tout le monde va se méfier. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met le pied dans la porte. Et puis, il pousse la porte, il pousse la porte, il pousse la porte, il pousse la porte. Et là, vous voyez, c'est une nouvelle étape. On n'en est plus à l'éducation sexuelle. Enfin, comment ça? Pas du tout. Vous nous prenez pour des pervers? La réponse, oui. Mais, mais enfin, comment pouvez-vous? Bien sûr que non. C'est du sophisme pur, au bout d'un moment. Et avant cela, qu'est-ce qu'on vous dit? Enfin, monsieur, c'est plus pour l'égalité des genres, ça n'a pas marché. Ah. Théorie du genre, tout le monde s'est braqué, ça n'a pas marché. Les ABCD de l'égalité, vous connaissez ça? Ça n'a pas marché. Ok. Bah, du coup, maintenant, on revient par la fenêtre et on dit, non mais c'est pour lutter contre les violences dans les familles. Enfin, vous êtes contre? Et là, argument d'émotion, argument massu. Ah bah oui, non mais forcément, la violence sexuelle à l'enfant, oui, c'est vrai. Et pour lutter contre la violence sexuelle à l'enfant dans l'école, qu'est-ce qu'on fait alors? Non, parce que ça existe aussi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est intéressant comme question. Si vous voulez, c'est intéressant parce que finalement, on se rend compte que dès que l'État a une idée quand l'État a une idée en tête, soyez sûr qu'il il suffit de vous échapper un moment. Il suffit que vous alliez regarder la télé, que vous alliez aux toilettes, que vous alliez boire ce que vous voulez, vous avez une nouvelle idée à la con. Mais Claire Diviso, vous êtes d'accord avec votre mari là-dessus? Oui, entièrement d'accord là-dessus. L'État a toujours de mauvaises idées, ou alors s'il en a de bonnes, elles sont perverties. C'est un peu... Sur ces sujets-là. Je ne dis pas que l'État a toujours des mauvaises idées et toujours des idées perverties, mais en ce qui concerne l'éducation sexuelle et l'emprise que l'État veut avoir sur nos enfants, je ne lui fais pas confiance du tout. Alors, vous faites confiance, par exemple, aux réseaux sociaux par lesquels les plus jeunes s'informent via la pornographie? Est-ce que c'est pas ça la réelle emprise, en fait, sur les jeunes, plutôt que l'État qui est impuissant à juguler ce genre de phénomène? Parce que dans ce programme, à partir de la 4e seulement, faut-il le rappeler, à partir de la 4e, il y a une initiation à la lutte contre la pornographie ou une initiation à la manière de se protéger de la pornographie. Ça, c'est une mauvaise idée pour vous? Non, mais on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que non, c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est pas le monde des idées. Le problème, c'est le monde des pratiques. Ce que je veux dire par là, c'est que les idées, l'idéalisme, finalement, c'est bien beau. Ensuite, c'est la façon dont c'est fait. Soyons clairs. Vous avez raison de souligner que les réseaux sociaux, Internet, a pris une part considérable dans l'éducation, enfin dans l'éducation, en tout cas dans la sexualité et dans, on va dire, dans les images et dans tout ce qu'on veut. Très bien, la sexualité, très bien. Qu'il faille se saisir du problème, très bien. Qu'il faille effectivement réguler cette question, par exemple, très bien. Donc là, c'est une première option, réguler les contenus Internet. Deuxième élément. Que l'école s'en charge, là aussi, pourquoi pas? Mais sauf qu'en réalité, on sait tous
Comment ça va se terminer tout ça? Regardez ce qui s'est passé à la cérémonie des JO. C'est aux mêmes qu'on veut confier l'éducation sexuelle de nos enfants? Il est là le problème. Moi, j'ai pas de problème à confier l'éducation sexuelle de nos enfants, si vous voulez, à l'école. Moi, j'ai pas. Enfin, faut bien comprendre ça. Moi, j'ai pas de problème à cette idée en soi. Le en soi, ça veut rien dire, le en soi. Mais on a affaire à une bande de pervers. La vérité, elle est là. Donc c'est pas le principe, c'est celui qui l'applique. Mais le problème, c'est que vous avez affaire à des gens qui, sous couvert, c'est ce que je vous disais, c'est le diable sous couvert de bonnes intentions. Parce que le diable a de bonnes intentions, il faut lui confier vos enfants. La réponse est non. Je veux dire, c'est le même débat ici. C'est que finalement et fondamentalement, pardonnez-moi, mais vous avez une difficulté majeure qui est quand même celle du personnel auquel on va confier l'éducation de nos enfants. Arrêtons de nous prendre pour des benets, arrêtons de nous prendre pour des imbéciles. On sait tous que derrière ces projets d'éducation sexuelle et affective à l'école, il n'y a pas d'éducation affective, c'est l'éducation sexuelle. On sait tous que l'affectivité, on s'en fout. Et puis pourquoi vouloir déléguer à l'école quelque chose que les parents peuvent faire? C'est aux parents aussi à éduquer leurs enfants, non seulement à la sexualité, mais à quelque chose de plus grand qui est l'amour, qui est vraiment cette éducation affective qui va leur permettre d'être des adultes libres et heureux plus tard, parce que aimer, ça va pas de soi. Un enfant, d'abord, il voit ce qui est à lui d'abord. L'enfant, au départ, il veut tout ramener à lui et c'est normal, c'est son développement qui est comme ça. Et petit à petit, l'éducation, c'est de lui apprendre, mais voilà, tu sais, si tu partages, déjà, il va apprendre à donner de ses affaires, à partager de ses affaires, parce que c'est le premier mouvement qui va lui faire avoir une relation d'amour avec un autre que lui. Et donc, il va apprendre à partager et voir que si lui partage, l'autre partage avec lui, et qu'il y a une relation qui peut s'instaurer. Et ça, c'est dans la famille que ça se fait. La plupart du temps, ça se fait entre frères et sœurs. Il y a cette confrontation, cette relation qui se noue et qui apprend aux enfants à qu'est-ce que ça veut dire concrètement que avoir une relation d'amitié, une relation d'amour ensuite. Mais ça, l'éducation, ça se fait pas en un jour. C'est sur toute sa vie d'enfant qu'il va avoir ça et qu'on va pouvoir, en tant que parent, accompagner cette prise de conscience et ce chemin en fait qu'il va faire. C'est pas en ayant ce que vous disiez tout à l'heure très très justement 6 heures d'éducation par an à l'école que il va pouvoir développer en lui cet apprentissage. Et puis c'est très juste, c'est très beau et c'est très juste et c'est très profond parce que y a une réalité derrière, c'est que au fond l'éducation sexuelle, tout ce qu'on veut, relationnel, en fait on sait tous que c'est une réduction à un corps. C'est-à-dire qu'en fait on réduit la sexualité à une fonction. Et à un moment, parce que si vous voulez, ce que dit Claire et qui est très beau et qui est très juste, c'est qu'au fond l'éducation sexuelle, elle procède de l'éducation affective, et l'éducation affective, eh bien, c'est une partie de l'ensemble qu'est l'éducation. On apprend à nos enfants dans l'éducation, c'est la différence entre l'éducation et l'instruction, c'est que dans l'instruction, on apprend des savoirs, dans l'éducation, on apprend une façon d'être, on apprend à être à nos enfants, on leur apprend, comme la Claire a dit, la relation à l'autre, on leur apprend le partage, on leur apprend la tempérance, on leur apprend les vertus, c'est tout ça, et donc une fois que vous avez cet apprentissage des vertus qui se fait, eh bien derrière va effectivement se greffer, si je puis dire naturellement et mécaniquement presque entre guillemets, la sexualité qui va venir être un ensemble, une partie d'un ensemble, une partie d'un tout. Ici, je doute qu'en 6 heures par an, on va pouvoir éduquer les enfants à l'affectivité, à l'oblation, à véritablement ce philia d'Aristote. On ne pourra pas faire ça. Parce que c'est pas le rôle de l'école. Que le rôle de l'école, elle doit le faire naturellement, finalement. C'est là où il y a un paradoxe. C'est que l'éducation affective, si vous avez besoin de la rajouter comme matière, alors c'est presque l'aveu d'un échec. Parce que l'école, qui était censée être le lieu de la socialisation par excellence, et que c'est bien pour ça qu'on a interdit l'instruction en famille, il paraît qu'effectivement l'école est le lieu de la socialisation par excellence. Or, la socialisation,
C'est quoi d'autre que la relation? Et une relation basée sur quoi? Sur le partage, basée sur l'affectivité. C'est le lieu où on noue des camaraderies. On apprend effectivement aussi à faire face à la violence et la tempérance. On apprend les vertus normalement dans la relation. On serait en train de me dire que l'école n'y satisfait pas? Mais moi, je vais vous dire ce qui va se passer. On commence par 6 heures. On va vous dire 12. On va vous expliquer 24. Ah, vous pensez que ça va s'étendre? Mais bien sûr, parce qu'il y a un projet derrière, si vous voulez. Le projet, les profs ne sont pas payés plus, hein. Oui, mais ça, les profs, ils font ce qu'on leur dit faire. On diminuera les mathématiques. Oui, et je veux dire, il y a que ça, voilà. Puis finalement, ça sert à quoi, finalement? Non, mais je veux dire, bon, que vous ayez une génération d'abrutis plus ou abrutis moins, ça n'a pas changé la face du monde. Hein. Et au point où on en est, je vais vous dire, vous pouvez les retirer les maths, hein, puisque l'objectif n'est pas... C'est intéressant de constater que l'école a basculé. Elle s'occupe de l'éducation, qui est l'apanage des parents, mais elle s'occupe plus de l'instruction, qui est son rôle. Et quand les parents disent « moi, je veux m'occuper de l'instruction », c'est intéressant ce débat. Quand les parents disent « je veux m'occuper de l'instruction de mes enfants », on dit « oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi. Le monopole, c'est le mien. C'est moi l'instruction. » Et maintenant, c'est l'école qui s'immisce dans l'éducation affective, qui est quand même le propre de la famille, et la sexualité qui est de l'intime, qui est propre de la famille. Il dit « non, mais toi, tu sais pas faire, et puis il faut protéger l'enfant contre la famille. » On est en train de me dire qu'au fond, la famille devient progressivement, est en train de devenir le lieu du danger pour l'enfant. Sur le plan de l'instruction, on ne peut plus faire l'instruction en famille, et sur le plan de sexuel, on va apprendre aux enfants progressivement à se méfier de leur famille. Quand demain, on va dire à un enfant, écoute, l'homosexualité, par exemple, hein, écoute, c'est une question, c'est un débat, c'est pas si simple, oui, normal, qu'est-ce que c'est que ça veut dire normal? On ne sait pas. Vous en avez parlé à vos enfants? De quoi? De l'homosexualité? On a parlé à nos enfants... En fait, on en a parlé naturellement à nos enfants. Et comment en avez-vous parlé, maître? On en a parlé très naturellement, en disant qu'effectivement, la relation amicale, la relation affective, disons ça comme ça, l'amour se nourrissait de l'altérité, et que pour ce qui nous concerne, eh bien, dans l'ordre de la création, il y avait une altérité, et que c'est de cette altérité que naît le bonheur. Et que la question du vrai bonheur d'un côté contre l'ersatz de bonheur. Et que nous avons dit à nos enfants que nous n'étions pas convaincus, pour ce qui nous concerne, que l'homosexualité ne soit pas un ersatz de bonheur, lequel se nourrit de façon authentique de l'altérité, en fait. Qu'il n'y a rien de plus précieux et de plus beau que l'autre dans sa différence. Et que je suis surpris d'une société qui passe son temps à exalter la différence et vous expliquer qu'il faut accueillir l'autre dans sa différence, mais qui en même temps célèbre la similitude à outrance et veut vous l'imposer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet autre qu'il faut célébrer, cet autre différent qu'il faut panthéoniser quelque part, et en même temps, il faut célébrer l'identité sexuelle et venir célébrer non plus l'altérité, mais finalement l'identité qu'il faut là aussi panthéoniser. Ça s'appelle une société schizophrène. Claire Divisio, quelle parole avez-vous tenue à vos enfants sur cette question-là? Puisque vous dites c'est de la responsabilité des parents, c'est une longue maturation, etc. Mais on sait qu'il y a des parents, et peut-être y en a-t-il certainement qui nous regardent en ce moment, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas quand il faut commencer, qui ne savent pas s'il faut les préparer à un discours qu'ils vont recevoir à l'école, parce que ça aussi, est-ce qu'il faut anticiper sur cette question-là? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Moi, il me semble me souvenir que quand la question devait être abordée à l'école, nos enfants étaient opportunément malades. Portez pâle. Voilà, portez pâle, parce que on pensait que c'était pas du rôle de l'école et qu'il valait mieux en parler en famille. On a parlé à nos enfants de ce qui allait se passer dans leur corps quand ça allait se passer, avant que ça n'arrive, pour qu'ils n'aient pas peur de ce qui changeait dans leur corps. On a parlé aussi, on a profité d'événements familiaux pour en parler. On a profité du fait que dans ma famille, il y avait des gens qui vivaient pas forcément, qui vivaient ensemble sans être mariés, pour parler de ce qu'apportait le mariage. Pourquoi est-ce que nous, on avait choisi de se marier? Qu'est-ce que... Voilà. À quoi ça engage? À quoi ça engage, toutes ces choses. Pour justement, et dire, mais nous, c'est pas une question de savoir si on juge ma sœur ou mon frère qui a choisi de vivre ça. Nous, on n'a pas choisi ça. Pourquoi on n'a pas choisi ça? Ça a ouvert tout un dialogue, en fait. Et la sexualité, je me souviens plus franchement comment on en a parlé directement. Moi je le sais pour le coup, je le sais très bien. Là, c'est mal à en parler parfois. Ah non, j'ai aucun problème avec ça.
Absolument aucun problème. Mais alors là, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai aucun problème pour Et parler Fabrice a une meilleure mémoire que moi. C'est que nos enfants, alors je veux dire, on a une liberté totale, on a évoqué tous les sujets, sans aucune, passant de la drogue à la sexualité, à l'homosexualité, à ce que vous voulez, en fait, tous les sujets qui sont les sujets de la vie, finalement, on les a abordés, mais alors avec une espèce de grande liberté, leur liberté à eux, de pouvoir exprimer ce qu'ils pensaient sans jamais être jugés. Jamais, 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 jamais. Un enfant nous aurait... Il y a eu des questions d'ailleurs sur l'homosexualité, par exemple. Je vous garantis, pour le coup, j'attends qu'un enfant me dise qu'il a été jugé pour ses propos. Il a été félicité pour avoir questionné. Il a été encouragé à le faire. Et nous avons ouvert un dialogue qui n'a jamais été un dialogue dans lequel on a imposé une opinion, mais on a toujours ouvert un dialogue, un débat, en disant voici la façon dont nous pourrions prendre le problème. Il y a deux façons de le prendre. Celui-ci, l'homosexualité avec l'égalité, avec l'amour. Et puis ça interroge sur ce qu'est l'amour. Et est-ce qu'on peut considérer que l'amour homosexuel existe? Voici ce que certains disent pour adhérer à cette thèse. Et voici ce que d'autres, auxquels nous appartenons, disent pourquoi ça n'est pas possible. Le contradictoire. Le contradictoire. Et nous ne sommes pas là pour vous imposer un point de vue. Nous sommes là pour que vous formiez votre propre conscience. Et tout le monde croit que c'est pas possible quand l'enfant est petit. C'est faux. C'est faux. C'est faux, faux et faux. Dialoguez avec vos enfants. Ne faites pas preuve d'autoritarisme. Faites preuve de saine autorité. Mais certainement pas d'autoritarisme. N'imposez pas votre vision du monde aux enfants. Proposez-leur une vision du monde qui est la vôtre, mais en même temps, qui va leur permettre d'évoluer vers la leur propre. Et donc, pour répondre à la question sur la sexualité, sur comment on l'a abordée, de façon très simple, en leur disant, en fait, là-dessus, vous ne trouverez pas meilleur enseignant que l'Église. L'Église mère et enseignante, je veux dire ça, je l'ai répété un nombre de fois, l'Église mère et enseignante nous aime tellement qu'au fond, elle a réfléchi ces questions depuis presque toute éternité, finalement. Depuis la création de l'homme, elle y a réfléchi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Déjà, rien que dans cette phrase, Ish et Isha, c'est-à-dire sur l'homme et la femme, rien que là, quand vous vous arrêtez là, vous avez un programme d'éducation affective et sexuelle pour les 10 ans qui viennent, et pas à raison de 6 heures, mais à raison de 6 heures par jour. Et donc, deuxième élément, c'est que nous avons ensuite fait adhérer nos enfants progressivement à l'idée selon laquelle la sexualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, était magnifique d'abord, qu'il ne s'agissait pas d'abord de dire de la sexualité qu'elle devait être un problème, elle devait être au contraire l'apothéose de la contemplation, l'apothéose finalement de l'oblation, ce qui était le paroxysme du don. Mais que pour apprendre à se donner, pour se donner, il fallait apprendre à donner de soi. Que c'est dans la progression du don que naissait finalement le don total de soi-même. Parce qu'une fois qu'on s'est donné, on ne peut pas se reprendre. Exactement. Et que donc, c'était ça, exactement, la chute. C'était de dire que dans le don, dans la sexualité, il y a quelque chose de l'ordre, pas de l'ordre, il y a le don total, et qu'il n'y a pas de don des corps sans don du cœur. Il n'y a pas de don du corps sans don total. Et que donc, séparer la sexualité de l'affectivité, la sexualité de l'amour, ça n'est juste pas possible, parce que ça rompt l'unité de l'homme. Une fois que vous avez expliqué ça à vos enfants, après ils en font ce qu'ils veulent. Mais je vous garantis que pour le coup, ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils sont beaux. Ils ont compris que leur corps est beau, que leur corps est temple, temple d'un trésor. Ils ont compris que finalement, ils ont à apprendre à se donner, enfin donner d'eux-mêmes, et que c'est cette progression dans le don qui va aboutir au don total d'eux-mêmes, alors dans le mariage, et plus particulièrement dans le mariage chrétien. On aurait pu imaginer ce programme pour les cours que le gouvernement envisage, non? Oui, on aurait pu, et auquel cas on n'aurait pas discuté, mais on sait très bien qu'effectivement c'est pas le but. On sait très bien qu'au contraire, à la différence de ce que je vous disais, c'est que nous sommes accusés de propagande. Si je vous dis aujourd'hui que nous avons induit nos enfants vers une sexualité dans le mariage et à se méfier, en tout cas à interroger une sexualité hors mariage, on va nous prendre pour des propagandistes, on va nous prendre effectivement pour des arriéristes, pour des intégristes, c'est tous ces mots en iste en fait. Mais par contre, pour la propagande, alors que nous avons interrogé tout ça dans une grande liberté de l'enfant,
nous l'avons conduit à interroger les choses, et ensuite il en fera ce qu'il veut. C'est la liberté. Mais finalement, de l'autre, le gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous pensez qu'il propose? Quand il n'y a même pas le consentement des parents, quand les parents ne sont pas informés, vous pensez qu'il propose? Vous pensez que ce programme est une proposition? Vous pensez que ce programme est au service du don de soi? Vous pensez que ce programme est au service de l'oblation? Mais bien sûr que non. Ce programme est au service de la manipulation de l'État sur ce que l'enfant a de plus précieux, de plus beau, qui est effectivement le don de lui-même, où on va lui apprendre qu'à 12 ans ou à 15 ans ou à 20 ans, se donner dans la sexualité, c'est la même chose, que imaginez donc que le gouvernement puisse vous dire demain matin qu'il y a peut-être une question d'irréversibilité, comme le disait Claire Dudon, mais jamais vous l'entendrez. Et si vous le dites, vous êtes propagandiste. C'est sur cette belle inversion des valeurs. La désobéissance scolaire, ce programme sera sans doute évalué, il est obligatoire. Vous préconisez la désobéissance scolaire en tant que responsable d'une famille? Est-ce que vous diriez aux parents, mais il ne faut pas que vos enfants assistent à ce genre de cours? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Claire Divisio. Moi, je suis très contente que mes enfants soient adultes maintenant et que j'ai pas cette question à résoudre, mais oui, je pense qu'ils seraient malades. Les 6 heures de cours. Pour peu que vous soyez informé du créneau précis. Pour peu que je sois informé du créneau précis, mes enfants seraient malades. Puisqu'il n'y a pas l'obligation d'informer les parents du contenu. Moi, je suis qu'à moitié d'accord. Alors, moi, j'ai toujours opté pour une logique un tout petit peu différente. Tout petit peu. C'est vrai. J'ai jamais invité mes enfants à fuir. Je leur dis affrontez. Allez-y. Ça dépend de leur âge. Oui, complètement. Mais finalement... Je suis désolée, en maternelle, mes enfants ont été absents. Oui, on est d'accord. Mais je veux dire, on est d'accord. Bah, pas tout à fait, puisque justement... Non, mais assez vite. Après, c'est toujours une évaluation un peu au cas par cas. Mais sinon, en tout cas, il y a un élément, je suis d'accord avec Claire, c'est l'élément de vigilance. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, votre enfant, ce qui est important, me semble-t-il, je le redis, c'est d'être attentif à ce qu'il fait, à ce qu'il est. Je crois que moi, j'ai été, je vous le dis franchement, je m'en veux parfois, j'ai été la terreur des enseignants. Mais la terreur. Je pense que le mot terreur, je le soupèse en disant ça, c'est même un euphémisme que veut dire terreur. Parce que comme on discutait avec nos enfants, comme effectivement quand ils ont repris le système scolaire, parce qu'ils étaient à l'école à la maison, mais avant et après, ils étaient dans le système scolaire. Je vous garantis que du CP à la terminale, j'ai été la terreur. Quand ils me voyaient arriver, je veux dire, c'était casque et bouclier, et vraiment. Pas en début d'année, comme on changeait souvent d'école, oui, puisqu'on a beaucoup déménagé. Il faut attendre à moi. Mais parce que nos enfants nous parlaient naturellement de leurs cours. Et pour peu que l'enseignant se soit amusé à sortir des lignes un tout petit peu, je veux dire, alors là, c'était la foudre divine qui s'abattait, c'est la foudre de Zeus qui s'abattait sur lui. Quoi. Mais vous étiez soutenu par l'institution? Est-ce qu'il y avait des conséquences pour l'enseignant? Ça dépend. En fait, je sais être très persuasif, vraiment. Et je veux dire, on ne touche pas à mes enfants. Je vous garantis qu'il y a un enseignant qui s'est amusé une fois à vouloir franchir un peu une petite ligne sur l'éducation sexuelle. C'est marrant, il n'a plus jamais recommencé pour le coup. Donc vous êtes allé le voir. Ah, complètement. Et vous avez fait une mise au point. De manière très respectueuse. Ah, mais je suis quelqu'un de très respectueux pour le coup. Aucune violence, jamais. Mais pour le coup, j'ai clairement expliqué à l'enseignant que de toute façon, il pouvait dire ce qu'il voulait, pas de problème, mais qu'il devait quand même se méfier parce que si une nouvelle fois j'apprenais qu'il était sorti du cadre, alors ici c'est un tout petit peu différent parce que le cadre a changé, mais que s'il sortait du cadre, il allait avoir affaire à moi. Mais ici, ce qui importe, c'est que vos enfants, il faut pas, comment je veux dire ça? Ne soyons pas des intégristes précisément, des ayatollahs. Essayons de pratiquer la vertu de tempérance. Au sens où n'allons pas immédiatement rentrer dire, ne leur rentrons pas dedans tout de suite avant finalement d'avoir vu ce qui se disait concrètement. Parce que finalement, moi, ce que j'ai découvert dans ma vie de père, c'est qu'il y avait les enseignants intelligents et les autres. Et que pour peu que vous tombiez sur un enseignant intelligent, le programme, voilà, je vais vous dire, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Finalement. Il peut se mettre des limites et il peut baliser le terrain. Il peut le faire intelligemment, quel que soit. Il peut le faire intelligemment. Et puis après, vous avez les suiveurs. C'est ceux-là dont il faut se méfier.
Mais pour le savoir, et alors vous avez 3 catégories, les intelligents, les suiveurs et les zélés. Les zélés, il faut absolument les pourchasser. Clairement, je veux dire, quand je dis pourchasser, attention, je veux dire, voilà, surtout jamais aucune forme de violence, mais il faut leur rappeler le cadre. Toujours. Et il faut être très attentif aux zélés, parce que je vous garantis que les enseignants zélés, on en a rencontré, nous. Et qui sortent du cadre, comme je vous l'ai dit. Là, il y a un cadre. Donc déjà, le cadre est un problème. Mais si vous sortez du cadre, il faut aller tout de suite voir l'enseignant pour dire, attendez, il y a un cadre, vous n'êtes pas dedans. Donc ça suppose de parler à vos enfants. Deuxième élément, il va falloir, pour ceux qui sont dans le cadre, faire attention non plus aux intelligents, mais finalement aux suiveurs. Pour les suiveurs, il va falloir, comme le dit Claire, prendre la mesure de ce qui se dit et avoir un contrepoids derrière. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai toujours dit, toujours, de la maternelle jusqu'à l'université, et je repense à Augustin en sciences religieuses, avec un prof en théologie qui racontait n'importe quoi, j'ai toujours dit, en fait, parlez-moi de ce qui se dit, et je vous dirai s'ils ont raison de le dire. Et s'ils n'ont pas raison de le dire, eh bien alors, à choisir entre la parole de vos parents et la parole de l'enseignant, c'est la nôtre qui prédominera. Vous pouvez y aller, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Maintenant, comme vous disiez, Claire, préserver l'innocence. Si on assiste à des cours qui, justement, sortent du cadre, votre enfant n'aura pas vu son innocence préservée. Maintenant, il peut se montrer vigilant et vous faire un retour pour que vous repassiez derrière, en quelque sorte. Il faut apprendre à nos enfants l'esprit critique. Il faut apprendre à nos enfants l'esprit critique. Il faut apprendre à nos enfants l'esprit critique. Et je peux le répéter encore 10 fois. Non mais c'est extrêmement important. Et ne croyez pas de grâce que l'esprit critique, les enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans n'en ont pas. Ils en ont bien plus que vous ne pouvez le penser. Ils ont une intelligence bien plus importante que la plupart des adultes. C'est fondamental. En tout cas, la plupart je veux dire, bien plus importante que la plupart de ceux qui nous gouvernent. Ils sont bien plus intelligents que ceux qui nous gouvernent. Le bien est toujours supérieur au mal. Et que donc, si vous voulez, mon propos, il est juste là. Il est de dire, n'ayez pas peur. Il ne faut pas non plus qu'on ait tout le temps peur de tout. Moi, je vois des parents ils ont raison, hein, qui s'inquiètent, qui machin. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on ait vraiment eu peur de quelque chose dans l'enseignement. Parce que le dialogue qu'on a instauré avec nos enfants, vraiment, et je dis pas ça comme si c'était un modèle, mais c'est un témoignage, le dialogue qu'on a instauré avec nos enfants est tel que quand ils nous rapportaient quelque chose, on leur disait « Ok, on vous a dit ça, ben, je vais vous démontrer pourquoi c'est faux. Et je vais vous expliquer de quel esprit ça procède. » Oui, je pense que la base, chez nous, ça a vraiment toujours été le dialogue. Et vraiment, je pense qu'on a su dire à nos enfants qu'ils pouvaient nous parler de tout. Et qu'il n'y aurait pas de jugement, ils ne seraient pas grondés non plus. Et que vraiment, on pouvait aborder tous les sujets qu'ils voulaient à la maison. Il n'y avait pas de tabou. Et au contraire, c'est riche de parler avec ses enfants parce que plus vous prenez l'habitude petit de parler de tout, plus en grandissant, ils vont l'avoir, cette habitude. Ce n'est pas quand ils ont 15 ans qu'il faut commencer à leur dire « Bon, alors, tu veux me parler de quelque chose là ?» Il n'a pas pris l'habitude de ce dialogue avec vous. Il ne va pas commencer à 15 ans en pleine crise de l'adolescence. On dit qu'un enfant avant 6 ans, c'est fini déjà. Oui. Enfin, après 6 ans plutôt. J'aime pas les réductions. C'est vrai ou pas? J'aime pas les réductions, mais... Moi, je crois surtout que si vous voulez, il y a... C'est fatigant d'être parent. Non, mais c'est vrai, hein. C'est épuisant d'être parent, en fait. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est épuisant parce que finalement, vous êtes en permanence en vigile. En fait, une vigile. Ça me fait penser, il ne dort ni ne sommeille mon gardien. C'est exactement ce gardien d'Israël. C'est le psaume, hein, il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. C'est exactement ça. Le parent, c'est celui qui est toujours en veille, finalement. Mais soyez-le, soyez des veilleurs. Mais ne soyez pas des agresseurs, ça c'est le premier point. Et ne soyez pas des passifs. Vos enfants, apprenez à dialoguer avec eux. Comment voulez-vous... Enfin, moi je suis toujours un peu surpris, si vous voulez mon avis personnel, je suis toujours un peu surpris de 2 choses. L'État ne s'occupe pas des parents, il veut bien s'occuper des enfants, mais il ne s'occupe pas des parents. Il ne leur apprend pas à réfléchir, il ne leur apprend pas à dialoguer avec leurs enfants, et personne ne le fait. Même pas l'Église. Même pas l'Église. La pauvreté
des cours, ce que vous voulez, des enseignements sur la parentalité dans l'Église, mais c'est une catastrophe. Il y a des associations quand même qui essaient de Parce que vous remplir pensez... un certain objet Non, mais là-dessus. on soit d'accord. Regardez, je pense aux AFC, par exemple. Elles font un travail remarquable. C'est clair. Une famille catholique, par exemple, font un travail remarquable. Remarquable. Elles ont du courage, hein. Faut être honnête, hein, parce qu'elles s'en prennent plein la gueule quand même. Hein. Mais comment voulez-vous qu'elles se substituent aux parents? Elles ne peuvent pas se substituer aux parents. Elles ne peuvent pas tout faire. C'est ça le problème de la vigilance. C'est qu'il faut que chacun soit vigilant dans son coin. Et voilà. Personne ne peut remplacer les parents. Personne ne peut remplacer les parents. Je veux dire, les AFC, elles font un travail institutionnel. Pardon, mais je veux dire, moi, pour le coup, j'ai une vraie admiration pour les AFC en particulier, parce que je les ai côtoyés, parce que je les ai connus, et que j'ai bien vu comment elles se démenaient pour parfois prendre des coups dans la gueule violemment, avec une abnégation. Mais derrière, en fait, il faut aussi... elles n'ont pas beaucoup de temps de le faire, mais elles ou d'autres apprennent effectivement aux parents. Moi, je rêve. Alors ça, c'est un truc dont je rêve. C'est pas d'ouvrir une école pour des enfants, pour une école pour des parents. Qu'on retourne à l'école. Mais vraiment. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir apprendre aux parents à discuter, à dialoguer, à interroger, à apprendre Socrate aux parents. Comment Socrate vient finalement être à la recherche de la vérité. Comment la vérité émerge chez Socrate. C'est super important parce que je vois, moi, dans ma famille, on dialoguait pas. Je ne savais pas discuter. Au départ, Fabrice me disait il faut discuter. Je les regardais avec des yeux comme des soucoupes en disant ah bon? C'est une question on va faire ça comment? de génération, en fait. On n'en parlait pas parce que dans certains milieux, on n'osait pas aborder les choses. On estimait que... Parce que la parole, c'est quand même pour le coup pas mal libéré sur le sujet. Vous parliez tout à l'heure de 68 de manière très négative, Maître, mais ça a été aussi une libération de la parole, peut-être. Il fait jamais, oui, mais c'est jamais qui était très corsetée sur le sujet. C'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est jamais, si vous voulez, le bien et le mal parfait, entre guillemets, total, en tout cas, seront l'apanage de l'éternité, ça. Dans notre vivant, le bon grain et l'ivresse se mélangent toujours. Non, ce que je crois surtout, si vous voulez mon avis, c'est que... Je vous donne un exemple qui me vient. Le petit ami. Bon. Un jour, ma fille, provocatrice, à souhait, 14 ans, 15 ans, arrive et me dit, tu dirais quoi si demain matin, j'arrive et je t'emmène un petit ami à la maison. À la maison. Et le sens de la réplique, je m'en souviens quand même de celle-là. Faut la voir quand même. Avec son air un petit peu malicieux, dit ouais, là tu vois, je t'arrive et je t'emmène mon petit ami, tu dirais quoi? Je hausse les épaules et je lui dis, je te dirais que c'est dommage. T'es pas fait pour un petit amour, mais pour un grand amour. C'est dommage que tu veuilles un petit ami. Moi, je voulais pour toi un grand amour. On reconnaît l'avocat. C'est clair. Et ça l'a scotché. Elle n'a pas su quoi répondre. C'est scotché. Pourtant, elle a de la répartie aussi. Hein. Et je suis parti. Mais ça témoigne de quelque chose. Et du coup, j'ai réengagé le débat avec elle après. En disant, mais c'est intéressant ce que tu me dis. Bah, je vais te dire comment j'aurais réagi. J'aurais réagi d'abord avec joie. Beaucoup de joie. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que, au fond, être dans cette étape de ta vie où quelque chose se construit. Maintenant, je t'aurais aussi dit, parce que c'est mon rôle, voici la façon dont tu vas construire ta maison. Et il te faut des plans. Si tu n'as pas de plan, tu vas des problèmes. Et on a engagé tout un dialogue comme ça, à travers finalement ce qui était à l'origine une provocation. Et je t'aurais dit merci de m'en avoir parlé, de l'avoir emmené. Mais qu'est-ce que vous auriez dit, Claire, justement, à la remarque de votre fille si j'amène un petit ami? Moi, j'étais super contente que son père soit dans la pièce, parce que là, elle m'a eu, quoi. Parce que... Vous étiez sèche sur le sujet? Scotché? Scotché, oui. Et puis en même temps, pour dégainer à fond Fabrice, il faut se lever. Hein. C'est vrai qu'il a la répartie rapide. Et là, j'ai pas eu le temps. Hein. Oui, mais j'ai pas eu le temps de penser à ce que j'aurais pu dire que Fabrice s'était déjà envoyé. Donc, c'était bien. Je vais poser la même question. Je sais plus avec quelle fille qui parle de nos enfants. Un jour est arrivé en me disant, si j'étais homosexuel, tu dirais quoi? Avec ces questions un peu... et moi, j'ai répondu, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise?
Aucun parent n'est préparé à ce genre de questions. Non, Non. enfin, si. En fait, si. Est-ce qu'il faut les anticiper, ces questions? Moi, je crois que c'est fondamental. Alors, Une école de parents, ça servira à ça. Alors, là, il faut que je raconte quand même un truc, quand même. Je suis désolé. Quand je me suis marié, je me suis tapé toutes les encycliques sur le mariage depuis Casti-Connubilis, jusqu'à Familiaris Consortio. Toutes, sans exception. Sans aucune forme d'exception. J'ai lu les encycliques, j'ai lu les commentaires des encycliques. J'ai tout lu. Mais je ne crois pas qu'on puisse... le prêtre des premiers mariages s'est demandé si il allait vraiment marier ou mourir à l'asile. Et quand je lui ai dit... Moi aussi, d'ailleurs. Quand il m'a dit, pourquoi? Mais parce que qui de mieux que l'Église est capable d'anticiper sur ce que je vais vivre et sur la question de toutes ces questions morales sur lesquelles toute ma vie va être bâtie. Et je vais être préparé à répondre à ces questions. Je veux pouvoir me préparer à y répondre tant que je n'ai pas à y répondre. Pour pouvoir faire avancer, évoluer ma réponse, pour pouvoir y réfléchir, y revenir. Mais je veux pouvoir avoir un socle au moment où je m'engage. Et bien, vous voyez, c'est ça que j'appelle l'école de parents. Je crois que vous n'imaginez pas tout ce que j'ai découvert. Moi, je n'avais pas de culture vraiment morale à l'origine. J'ai une formation en philosophie morale, mais très... Enfin, si, bon, elle était bonne, mais tout ça a été très nouveau. Et je veux dire... Mais l'Église est experte en sexualité. L'Église est experte en amour. Et pourquoi elle est experte en amour? Eh bien, elle est experte en amour parce qu'elle est née de l'amour. C'est le mariage, c'est l'époux et l'épouse, en fait. C'est-à-dire que je crois que vous n'imaginez pas combien... Enfin, il faudrait vraiment, à un moment, qu'on prenne conscience que l'Église est mère de sagesse en matière d'amour, parce qu'elle sait ce qu'est l'oblation totale, le don total, puisque c'est ce que réalise le Christ sur la croix, qui est le don total de lui-même. Je crois qu'on... Enfin, ça paraît un peu mystique de dire ça, mais ça ne l'est pas. Pas complètement. Je crois qu'on n'imagine pas à quel point contempler le don du Christ sur la croix peut être finalement une source d'inspiration majeure pour les parents, sur ce qu'est le don total de sa vie. Finalement, Maître Divisio, Claire Divisio, peut-être que les aumôneries, les parents qui sont impliqués dans les écoles pourraient offrir une sorte de programme alternatif aussi à ces séances annuelles d'éducation, ou entre guillemets d'éducation. Ça pourrait être une idée en tout cas. Ça pourrait être une idée de parents qui puissent s'engager. Nous, on n'a jamais trop aimé les aumôneries, personnellement. D'abord parce que... Nous, on est une secte. On est la secte Divisio. Nous, on est une secte, en fait, à part entière. Et vous êtes le gourou? On partage la tête du gourou. On partage, effectivement. C'est vrai, on est une vraie secte. Alors que nous, comme le dit Claire, incontestablement. Mais d'abord parce qu'on a beaucoup déménagé et que changer à chaque fois, c'était compliqué. Et que donc, on a gardé ce socle qui était de la famille et non seulement on a fait l'école à la maison pendant 2 ans, mais ça c'était un choix mais qui nous a été un peu imposé par les circonstances, mais le choix qu'on a vraiment fait, c'est de garder l'éducation de nos enfants au religieux, à l'amour, à toutes ces choses-là. C'était vraiment un choix pour nous de le faire à la maison. C'est fondamental ce que dit Claire, c'est-à-dire que c'est là où nous c'est compliqué, parce qu'on a vraiment fait un choix qui est celui, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être hyper vigilant avec nos enfants. Et hyper présent. Et hyper présent. Je me souviens d'une anecdote qui est un peu hors sujet, mais pas tellement. Je cherchais ma fille, qui avait 8-9 ans, qui sortait d'un spectacle équestre, fatiguée du coup, et le matin, elle avait séché, enfin pas séché, mais elle n'était pas allée en cours parce que j'avais fait un mot pour expliquer la situation, parce qu'elle était rentrée tard du spectacle équestre pour lequel elle s'était entraînée longtemps. Bref. Et donc je suis allé la chercher, on a discuté, un peu chafouin, parce qu'elle me dit, la maîtresse... Finalement, ce matin, enfin, quand je suis rentré, m'a traité de menteuse en cours de toute la classe, en me disant que c'était pas vrai, j'étais pas allé, que ton mot c'était n'importe quoi, que c'était un mensonge. Là, vous avez 2 attitudes face à ça. Enfin, 3. La mienne et 2 autres. La première, c'est celle de laisser passer, et donc de dire bah c'est pas très grave. La deuxième, c'est de constater que votre enfant a un problème, là, sa parole a été remise en cause, la mienne avec, et d'aller voir l'enseignant. Mais ça demande une application de faire ça. Et moi, j'ai la troisième, c'est que j'ai pris ma fille par la main, j'ai dit, viens, on va voir ta maîtresse maintenant.
Maintenant, donc je suis allé là-bas dans la classe et je dis ok, c'est moi le problème. C'est moi que vous traitez de menteur? Je dis allez-y, devant moi, dites-moi que je suis un menteur. Assumez-le. Et faites très attention si vous répétez la phrase. Parce que je vous garantis qu'effectivement, vous allez finir votre carrière, si vous allez finir votre carrière avec le père que je suis sur le dos, et ce que vous voulez pas, c'est ça. Et sa réponse a été attendez, je cherchais la directrice. Mais c'est important ce que je dis parce que ça mesure en fait l'implication en fait. Et on a tout le temps été comme ça. C'est la famille comme rempart. Dans notre famille, personne, je ne laissais personne venir remettre en question la parole de l'enfant, la parole des parents. Nous étions clairement les garants. Clairement. Mais clairement, il n'y avait absolument aucun débat possible. Nous étions, même dans l'église d'ailleurs, même dans l'église, on a toujours appris à nos enfants, si vous entendez un truc dans l'église, voilà, venez nous en parler. La parole, le dialogue, libération de la parole, dire les choses. Il y a une question qui est liée à ce programme quand même. Beaucoup de gens attendent que ce programme soit un moyen d'empêcher, on l'a dit, on l'a esquissé tout à l'heure, d'offrir un rempart, je reprends votre expression, à la vague de la pornographie qui déferle sur les écrans accessibles à tous, et en particulier aux plus jeunes, puisque beaucoup de parents dotent leurs enfants d'un téléphone portable. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une manière d'en parler et est-ce que l'école doit avoir une parole là-dessus? Déjà, il existe des filtres pour les téléphones portables, pour les enfants. C'est facile à contourner, vous le savez. Oui. Peut-être qu'il faudra en mettre des plus forts, alors. Et puis, je pense qu'il faut aussi parler à ses enfants du danger du téléphone portable. En lui disant, nous, on ne t'interdit pas. Je pense que nous, on n'a pas interdit les choses. On a dit, voilà... je ne sais pas si ça s'est posé déjà... Si on leur a dit, mais écoute, tu peux y aller, mais nous, on préférerait que non, et voilà pourquoi. Alors, nous, on a fait un tout petit peu différemment, je me souviens, c'était qu'effectivement, ce qu'on avait instauré, nous, c'est de dire, ok, voici, un peu l'idée, voici effectivement l'étendue des droits que tu as. Clair, tu as des filtres, tu as des machins. Oui, tourner, tu as le droit. Tu n'as pas le droit, mais tu peux le faire, dans les faits. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que moi, je m'autorise à un contrôle inopiné d'historique de ce que tu as fait. Très bien. Tu peux essayer de cacher ton historique. Mais comme je suis plus malin que toi, je vais le retrouver, ton historique. Bon. Et si une fois que j'écoute ton historique, je découvre que tu as outrepassé les limites pourtant qu'on a discuté ensemble et dont je t'ai expliqué le bien fondé que j'en ai mis en place ensemble, eh ben attends-toi à ce que du coup je retire le portable. C'est tout. Et c'est pas une mesure de punition, une mesure de protection. C'est que tu ne seras pas assez responsable pour venir assez libre pour venir pour savoir ce qui est bon pour toi. Savoir ce qui est bon pour toi, alors que nous avons ensemble dialogué, nous avons posé des filtres, tu as fait le choix de les contourner, je comprends, c'est humain, mais c'est par contre ma responsabilité de dire que dans ce cas-là, c'est que nous avons raté quelque chose, que nous devons encore continuer à travailler, qui est éducation à la liberté. Et donc nous allons la reprendre là où nous sommes arrêtés. Et tu ne le prendras pas comme une mesure de punition, tu le prendras comme une mesure de protection. Mais nous n'hésiterons pas à le faire. Et on l'a fait. Et ça a permis d'engager le dialogue, machin, on l'a fait. Et ça a bien marché pour le coup chez nous. Pour chez nous, ça a bien marché. Et vous avez fait des contrôles inopinés? Ouais. Oui. Ah, clairement. C'est pas... Et en disant, ne prends pas ça comme une mesure de flicage, il viendra un jour où je ne le ferai plus. Mais pour l'heure, il s'agit de t'aider à grandir dans la liberté. Il s'agit à... Finalement, tu es faible, et c'est ce que démontrera la circonstance que malgré les protections que nous avons mises, les garde-fous que nous avons mis, tu as choisi, c'est un choix que tu as fait, de contourner celui-ci. Tu devras nous expliquer pourquoi tu l'as fait. Or, nous nous apercevrons que tu n'auras pas de raison, que c'est la tentation, que c'est la faiblesse, que c'est tout ce que tu veux. Et dans ces cas-là, ça nous apprendra qu'il y a encore un chemin à faire ensemble. Et rien n'est irréversible.
Et ça a plutôt bien marché. Et nos enfants n'ont jamais pris ces mesures, parce qu'on l'a repris, ils n'ont jamais pris ces mesures comme une punition. Et en leur disant à chaque fois qu'on le reprenait, qu'on soit d'accord. Il ne s'agit pas de te punir. Et ne sois pas déçu, mais sois au contraire heureux de ce que ta liberté va trouver à pleinement s'exercer, et nous allons y travailler ensemble. Ça n'est pas je t'envoie dans ta chambre et je te le redonne dans 3 jours. Si tu me promets 2, c'est nous allons ensemble travailler à comment éduquer cette liberté. Nous allons t'alerter sur les dangers. Nous allons parler de la tentation, parler de tout ça, en fait. Et ça, pour le coup, vraiment, je ne donne pas vraiment... Vraiment, c'est pas un exemple. Hein. C'est juste un témoignage. Les parents qui donnent des exemples, méfiez-vous. Les parents qui donnent des conseils, il faut s'en méfier. Ici, on donne juste des témoignages. Et qui ne valent que pour nous. Le truc, c'est que ça a bien marché. Nous avons toujours essayé, autant que possible, de ne pas entrer dans un système punition-récompense, mais d'entrer dans un système de... Au bout d'un moment, bien sûr. Au départ, il y a toujours... de collaboration, de compréhension. D'éducation à la liberté. De dire, parfois... Moi, j'ai toujours dit à mes enfants un truc qui est important, on a toujours dit tous les deux, dire, moi, je vous interdis rien. En soi, je vous dirai jamais non. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi je vous dirai jamais non? Pour que le jour où je vous dise non, vous sachiez que là, il y a un vrai danger. Donc, je n'abuserai pas du non. Je n'abuserai pas de l'interdiction pour que vous sachiez que le jour où je vous interdis quelque chose, c'est qu'il y a un vrai danger pour vous. Le reste, je m'engage à vous dire, ok, on discute, on va voir, essayer, on va dialoguer. Et on aboutira à la fin peut-être à non. Mais ce sera un non qui ne sera pas autoritaire, ce sera un non auquel on aura abouti. Mais si un jour je vous dis non, d'emblée, c'est que vous êtes en danger. D'ailleurs, il y a une petite anecdote à ce sujet, c'est que nos enfants voulaient un téléphone portable. Les enfants. Ils avaient une dizaine d'années et on disait, bon, bah, écoutez, nous, on n'en voit pas vraiment l'utilité, mais convainquez-nous. Si vous arrivez à nous convaincre de ce que vous en avez besoin, que c'est bien pour vous, vous en aurez. La sécurité pour les trajets scolaires, par exemple. Voilà, plein... Ils ont essayé et on a réfuté l'argument. En disant, vos trajets ne sont pas tels, c'est un téléphone portable, puisque votre école est à 300 mètres de la maison. Et même si vous avez beaucoup déménagé avec des écoles. Oui, mais en l'occurrence, au moment où ça s'est posé, au moment où la question s'est posée, peut-être que ça aurait été différent dans d'autres circonstances. Hein. Mais ils nous ont interrogés au moment où l'école était à 300 mètres. Était à 500 mètres. Voilà. Et je me souviens très bien parce que c'était un long trajet qu'on faisait en voiture et on les entendait discuter derrière. Et si on disait ça? Et après, ils avançaient leurs arguments et on discutait. Et après, c'était vraiment très drôle. Parce qu'ils ont réussi à trouver un bon argument. Ils ont trouvé un bon argument et on a dit OK. Mais il y en a un autre. Hein. L'autre argument, c'est qu'il y a beaucoup de consignes venues de l'école qui passent maintenant par le téléphone. Oui, mais portable. maintenant, si vous voulez, c'est un peu différent. Parce que peut-être que notre jugement serait différent aujourd'hui. J'en sais rien. En fait, le problème se pose plus. Donc, je réfléchis pas à cette question. Mais au moment où la question s'est posée, pareil, si tu remarques, pour la télé, à chaque fois qu'il y a eu... En fait, c'est pas de la négociation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un apprentissage de la liberté, de l'intelligence, en fait. De dire, très bien, rationalisons. Tu veux quelque chose, essayons d'interroger pourquoi tu le veux. Le veux-tu? Qu'est-ce que ça les a énervés, ça te souvient? Les discussions autour de tu le désires ou tu le veux? Sais-tu faire la différence entre le désir et la volonté? Ça finissait par tu m'emmerdes. Ah non, ils n'ont pas dit ça comme ça. Ah, si, c'est ce que ça voulait dire. Mais non. Ils l'ont dit bien des fois, ma chérie. Je veux dire, mais le fait est que tu m'emmerdes. J'ai dit d'accord, mais t'as pas répondu à ma question. C'est un désir ou c'est une volonté? Tu sais faire la différence entre les deux. Le désir appartient au cœur, à l'émotion, là où la volonté appartient à la raison. Est-ce que tu sais faire la différence? T'en as envie ou tu le et quand tu dis j'en ai envie, c'est pas la même chose là. Mais c'est assez terrible en fait de vivre avec nous. C'est assez épouvantable. Au moins ça réserve des discussions. Mais c'est un peu l'idée. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, enfin je l'aime toujours d'ailleurs, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce temps dans lequel nos enfants ont grandi et où c'est là où je trouve ça triste de déléguer quelque chose d'aussi essentiel, d'aussi fondamental, d'aussi précieux, d'aussi beau que l'éducation affective
et sexuelle. C'est beau, en fait, de voir ces enfants évoluer, de les voir s'interroger, de les voir grandir. La question du rapport aux vêtements, le rapport à la pudeur, où la placer, mais c'est des débats qui sont infiniment passionnants quand on est parent. C'est extraordinaire de discuter avec ses enfants de ça. Alors évidemment, mais là aussi, il faut avoir pris l'habitude de discuter avec ses enfants de sujets peut-être moins touchy pour arriver petit à petit, parce qu'il y a aussi l'éducation des parents qui se fait en même temps. Hein. C'est en apprenant à discuter avec nos enfants que finalement on upgrade notre niveau de discussion, pour dire les choses un peu trivialement, mais on n'est pas au top niveau au départ. Et puis on n'est surtout pas à l'arrivée non plus. Non, mais bien sûr que non. Mais on fait des erreurs, on tâtonne, on s'excuse, on demande pardon. Et il y a un élément fondamental sur l'éducation affective et sexuelle. Moi, si vous voulez, ce qu'on a toujours dit à nos enfants, on dit, la première éducation affective, où est-ce qu'elle se fait? Dans la famille. C'est-à-dire que ayez cette affectivité entre vous. Entre vous. La famille, c'est le rempart par excellence. C'est pour ça que c'est terrible. J'ouvre une parenthèse et je la referme, de s'attaquer à la famille d'un côté et de ne pas chercher à consolider les familles, mais vouloir au contraire faciliter les divorces en l'espace d'un instant, en un claquement de doigts. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'au contraire, les familles, c'est... J'aime beaucoup l'expression du pape François, comme quoi, je sais être beau joueur, dans Amoris Laetitia, lorsqu'il parle effectivement, pour le coup, de l'Église, il en parle comme un hôpital de campagne. Et là, j'ai envie de dire que l'Église, famille comme Église domestique, c'est exactement ça. C'est un hôpital de campagne. Et donc, il y a des blessés partout. Il y a vraiment... Il y a de la boue, il y a de la pluie, il y a la guerre autour. Le truc, c'est que c'est quand même le lieu où on soigne. C'est un lieu de vie, la famille. Un lieu de vie imparfait. On préférerait dans un CHU aseptisé, etc. Mais la vie fait que c'est un hôpital de campagne. Et donc... Mais la plupart du temps, ceux qui aiment le plus les enfants, c'est quand même leurs parents. C'est la base, en fait. Bien sûr que ça peut être dysfonctionnel, bien sûr que ça peut ne pas être vrai dans certaines familles. Mais la plupart du temps, les professeurs, ils aiment bien leurs élèves, mais ça n'a aucun rapport. Et donc, toute cette éducation, tout cet amour qu'on veut transmettre à nos enfants, la manière d'apprendre à aimer, c'est quand même aux parents de le faire, parce que c'est eux qui les aiment le plus, qui sont le mieux placés. Je vais dire un truc sur lequel je voudrais réagir, parce que je pense à un truc là. Je vous raconte une anecdote, un problème que j'ai eu dans ma paroisse. Pour vous dire comme que les parents, parfois, doivent quand même faire leur mea culpa. Le vicaire de ma paroisse, qui était un type super, Sébastien, vient me voir et me dit, écoute, je trouve que les ados qu'on a là, la tranche, les teens 14, 13, 16 ans, là, tous ces mecs là, ces nanas, ça va pas. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas, sans que je sache vraiment dire quoi, il y a un truc qui va pas. Il dit, est-ce que tu veux bien qu'on y pense ensemble, qu'on y réfléchisse ensemble, et qu'on essaye de mettre en place quelque chose qui les stimule un peu, quoi, intellectuellement, qui les stimule en termes d'affectivité, qui quand même quelque chose, quoi. On réfléchit et on se dit, bah tiens, on va faire des cafés philo. Et parmi les cafés philo, il y en avait un, c'est remonté jusqu'à l'évêque, hein, le problème. Pas les cafés philo, il y avait l'église, c'est Mère Teresa, Saint Vincent de Paul et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais c'est aussi les croisades et, par exemple, les prêtres pédophiles. Et je ne sais plus quelle était la question derrière, c'est... est-ce que être croyant... Est-ce qu'être chrétien fait de moi un homme meilleur? Je crois que vous n'imaginez pas les problèmes qu'on a eus avec ça. Ça ne se soupçonne pas. Il ne s'est pas tenu le café. Et le vicaire a été rappelé à l'ordre par son curé, qui lui-même a été appelé par l'évêque, parce que les familles ont écrit à l'évêque. Parce que parler des prêtres pédophiles, c'était les faire exister. C'est ça qu'on a entendu. Des familles chrétiennes. Mais il y a longtemps de ça Il y a 10 ans. 10 ans. C'est-à-dire, des familles chrétiennes. Donc comment vous... Ça donne le niveau de dialogue qu'on doit avoir avec ses enfants, quand même, dans certaines familles chrétiennes. Hein, vous vous rendez compte? Donc c'est le déni. C'est le déni total. Donc ça, là, ce genre de déni, ça donne raison à l'école qui veut faire de l'éducation affective et sexuelle. Parce que, allez, une petite pierre dans la mare des cathos, finalement, les cathos, c'est quoi? C'est, l'éducation affective de nos enfants, c'est le scoutisme,
c'est les équipes Notre-Dame jeunes, et voilà. Et puis on va prier et tout sera bien. Et on va leur apprendre un petit peu la méthode Billings, au passage, hein, voilà. Mais on va pas trop se mouiller. Mais on va pas trop se mouiller, hein. Et quand on commence à parler de sexe, attention, parce que c'est un gros mot, hein. Oh, il faut aborder les choses. Là, vous vous rendez compte que sur la pédophilie, c'est remonté à l'évêque, avec des parents, les parents, hein, je veux dire, qui disaient, on n'enverra pas nos enfants. Dans ce contexte, on n'enverra pas nos enfants. Et vous n'envoyez pas si vous voulez pas, on s'en fout. On n'enverra pas nos enfants et on va dénoncer le vicaire à l'évêque. Vous vous rendez compte? Non mais c'est dingue parce qu'ils croient quoi? Que leurs enfants vivent pas dans le monde? Qu'ils vont pas à un moment se prendre en pleine figure? T'es catho toi? Exactement. Comment t'oses être catho? T'as vu tes prêtres ce qu'ils font? C'est dégueulasse. Exactement. Comment tu peux encore aujourd'hui être catho? Et est-ce qu'il vaut pas mieux en discuter entre gens qui sont justement catholiques pour... Dans la famille. Mais dans la famille. Au-delà de ça, ce que tu dis est fort juste, au-delà de ça. Ils vivent dans le monde. Mais bien donc, sûr. Soit c'est le monde qui fait leur éducation, là, c'est ça là. Soit c'est le monde qui fait leur éducation affective et sexuelle, soit c'est la famille qui le fait. Soit ça est fait avec la bienveillance et le contrôle de la famille, soit c'est fait dans le monde. Et là, si on veut faire quelque chose d'intéressant et d'intelligent, on peut y voir une opportunité là. Dans ce truc-là. On peut y voir dans cette éducation affective et sexuelle à l'école une formidable opportunité pour les familles de se saisir du débat, de se réveiller et de se saisir du débat en lieu et place de l'école et de le faire au rythme de l'enfant et de faire tout un tas de trucs là qui sont possibles de faire en sachant que ça va être fait, autant le faire nous-mêmes. Et ça veut dire qu'on pourrait avoir un programme, élaborer quelque chose, savoir comment accompagner les gens pour en parler. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et arrêtez de se braquer en permanence. Je veux dire, je vois sur les réseaux, c'est assez amusant parce qu'au moment où on en parle, au moment où on fait l'émission, je vois que je me suis amusé à regarder comment les gens réagissent à cette question de l'éducation affective et sexuelle à l'école. Tout le monde est contre. Évidemment. C'est de la perversité. Ils abondent dans le sens de ce qu'on dit tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais bien qu'on leur pose la question, comment faites-vous l'éducation affective et sexuelle de vos enfants? Ça m'intéresserait de savoir comment ils le font. On va leur dire, 5 ans, c'est pas l'âge. Que non. 10 ans, c'est pas l'âge. 13 ans, j'ai pas le temps. 15 ans, quel besoin? On botte en touche. On botte en touche. Alors que finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'éducation affective, apprenez à aimer. C'est ce que j'avais dit sur TPMP. Pour la petite histoire, juste pour l'anecdote, où à un moment donné, tout le monde parlait de ça, éducation sexuelle, machin. Et je leur avais dit, mais ça, c'est bullshit tout ça. Apprendre à aimer. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Mais avant de se donner, il faut apprendre à donner de soi. Et donc, entraînez vos enfants à donner de soi. Apprenez à dialoguer avec vos enfants. Parlez-en avec vos enfants, si vous ne voulez pas que l'école le fasse. Et c'est la responsabilité des parents de le faire. Et c'est l'un des problèmes qu'on rencontre, à mon avis, c'est que les parents n'en parlent pas assez. L'appel à la responsabilité, Maître Fabrice Divisio, Claire Divisio, merci. Droite Parole, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de liker et de partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.